Bonjour à tous et toutes. Bienvenue donc sur ce nouveau webinaire dédié à la nage en eau libre. Donc, avant tout, les micros et les caméras ne sont pas activés pour les participantes et les participants. Donc, il y a une fonction questions-réponses qui est disponible pour vous permettre voilà, de poser vos questions. Vous pouvez le faire aussi dans la conversation. Ce webinaire sera enregistré et disponible sur notre chaîne YouTube et site web. Donc, je suis Frédéric Tomczak, je suis chargé de mission information et communication au pôle ressources nationales sport de nature. Et donc, un petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas le pôle ressources, c'est une mission nationale d'expertise pour l'élaboration et la mise en œuvre de la politique du ministère chargé des sports, donc en matière de transition écologique et de développement maîtrisé des sports de nature. Nous aidons les acteurs publics privés à la prise de décision pour un aménagement durable, la préservation des espaces, sites et itinéraires de sport de nature. Nous outillons aussi les acteurs en matière de connaissances, d'information et de données d'observation. Et donc, pour ça, nous animons un réseau composé d'agentes et d'agents des services déconcentrés du ministère, des fédérations sportives, des collectivités territoriales, sur cette politique publique qui est partagée. Et hop. Alors, nous produisons des outils et de la connaissance, donc voici quelques chiffres. Donc, je vous laisserai prendre connaissance de nos publications après ce webinaire. Et nous vous donnons rendez-vous dès à présent, donc le 27 mai, pour un autre webinaire qui sera dédié aux initiatives en lien avec le sport et la biodiversité, donc avec 2 sessions, une consacrée au milieu terrestre, aérien, aquatique, et l'autre au milieu marin. Sans plus attendre, donc je vous présente les intervenants et le programme. Donc il y a Roland Cabanès de la Fédération française de natation, Mathias Boisis du ministère des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative, Sylvain Ronca pour l'association Libre Nageurs de Marseille, Guillaume Perret du département de la Dordogne, Laurent Pascot du comité départemental de natation de la Dordogne, Emmanuel Buchou pour la Fédération française de handisport. Donc merci à vous pour votre intervention, bienvenue à vous. Et donc pour animer ces 2 heures, donc je passe la parole à Cyril Carrière qui est chargé de mission appui juridique avec moi au pôle ressources nationales sport de nature. Oui, bonjour, donc Cyril Carrière, chargé de mission juridique au pôle ressources sport de nature, chargé donc des affaires juridiques et notamment d'une veille juridique sur les questions de sport de nature. Et à l'occasion de cette veille, il est apparu qu'effectivement, il y avait plusieurs questions sur le développement de la nage en eau libre. Et c'est à l'occasion de cette veille-là qu'il nous est apparu nécessaire de faire un webinaire sur ce sujet, dans un contexte d'une part de développement des sites de baignade, depuis plusieurs années, notamment liés au réchauffement climatique, au besoin de rechercher des points de fraîcheur, au besoin effectivement d'une manière générale de sport de nature, d'aller se dépenser dans la nature, dans le milieu naturel, qu'il soit terrestre ou aquatique. Et plus récemment, avec les Jeux Olympiques de Paris, le retour de la problématique de la baignade dans la Seine et dans la Marne. Donc c'est dans ce contexte de réchauffement climatique, d'adaptation au changement climatique, qu'il nous est apparu effectivement de faire un point sur le développement de cette discipline de la nage en eau libre. D'une part pour lever les obstacles et d'autre part effectivement pour développer cette pratique et voir effectivement dans les territoires avec nos intervenants pour voir un peu comment développer cette discipline. Donc le webinaire va comme objectif de dresser le cadre, le panorama général de la nage en eau libre et après effectivement de l'illustrer par différentes pratiques de développement, d'organisation ou d'aménagement de sites. On donnera également la parole à des représentants de pratiquants. Dans un premier temps, je vous propose un petit quiz, histoire de dresser un peu sur la base d'une infographie, de dresser le panorama de la pratique de la nage en eau libre
Et après, effectivement, sur la base de ce petit quiz, on pourra dérouler le webinaire. Frédéric, je te laisse Oui, voir pour le quiz. ouais, merci. Alors, pour faire ce petit quiz, vous pouvez vous aider de votre téléphone portable et de scanner le QR code là, que vous voyez à l'écran, ou alors d'aller sur wooclap.com/au libre. Bah, Cyril, je te propose de Vas-y. continuer. Oui, voilà, en fait, c'est juste un peu en matière d'introduction. On va revenir sur cette question de nage en eau libre avec Roland Cabane de la Fédération de natation qui va nous expliquer un petit peu le cadre de pratique de cette discipline. Deuxième question, c'était sur la qualité de l'eau. Malheureusement, l'intervenant de l'ARS n'a pas pu se rendre disponible pour ce webinaire. Pourtant, signaler, envoyer quelques précisions qu'on appliquait toujours en termes de baignade, les articles du Code de la santé publique où il fallait recenser les lieux de baignade sur lesquels il y avait un grand nombre de personnes susceptibles de se baigner. Effectivement, c'est sur ces lieux-là recensés par les maires qu'on contrôlait l'eau de baignade. Et sachant la nage en eau libre pouvant dépasser ces lieux de baignade, il n'était pas nécessaire de contrôler effectivement tous les sites de nage en eau libre. On gardait les sites de baignade. Troisième point sur la surveillance, on reste sur ce qui est acquis, c'est-à-dire effectivement la surveillance des lieux de baignade qui sont aménagés. Et là, c'est Mathias Boisdis qui nous fera une synthèse effectivement des différents lieux de baignade ainsi que des règles de surveillance. Donc, si ça vous va, on va commencer par Roland Cabane de la Fédération française de natation sur la présentation de l'activité. N'hésitez pas à poser des questions sur le chat. On répondra ensuite aux questions après les deux premiers intervenants. Salut à tous. C'est OK pour vous, là? C'est partagé? Il y a quelque chose de partagé ou pas? Ouais, c'est le PowerPoint avec la navigation à gauche. Ouais, c'est ça. C'est C'est en ça. diaporama ou pas? Ou peu Non, importe. non, c'est pas en diaporama. Vous voulez en diaporama, je suppose? C'est mieux. Oh, non, ça devrait aller, ça Non? devrait aller. Comme tu OK. veux. Non, mais c'est bon. Non, mais ça va, très bien. OK. Bon, pour commencer, juste me représenter, vous poser le cadre. Moi, je suis Roland Cabanet, je suis conseiller technique national en charge de la discipline eau libre à la Fédération française de natation. Donc, ça tombe bien, le webinaire tourne autour de cette discipline. Quelques éléments concernant l'eau libre pour qu'on se mette d'accord sur le vocabulaire. Donc, l'eau libre est tout d'abord une discipline olympique, au même titre que la natation course, le water-polo, la natte artistique et le plongeon. Donc là, dans le cadre du séminaire, je pense qu'on va parler de l'eau libre en termes généraux et pas forcément en termes de discipline sportive. Et donc, on a coutume aussi d'appeler tout ce qui est nage en milieu naturel de la nage en eau libre. Mais voilà, sachez qu'il y a une distinction quand même entre l'eau libre et la nage en milieu naturel ou la nage sauvage, comme disent les Anglais, puisque c'est une activité qui se développe de plus en plus dans le cadre fédéral, tout d'abord, mais aussi hors cadre fédéral. Et donc, dans ce contexte-là, on est plutôt sur une autre appellation. Donc, concernant la nage en eau libre, c'est le terme qu'on va utiliser, mais sachez que c'est beaucoup plus global. Ce qui m'est demandé, c'est de vous poser un peu le cadre et les préconisations fédérales autour de cette discipline. Quelques chiffres pour commencer. Donc, les chiffres de 2024, de la saison passée, il faut savoir qu'il y a à peu près 400 000 pratiquants de natation outdoor, donc de nage en milieu naturel. C'est une extrapolation par rapport à un chiffre qui est en gros 4,5 millions personnes pratiquent une activité aquatique et il y a environ 10% de ces personnes qui le font en milieu naturel. Donc, on peut partir du principe qu'à peu près 400 000 pratiquants de nage en milieu naturel. En termes de licenciés, comme pour beaucoup de fédérations, le delta entre le nombre de pratiquants et les licenciés est assez conséquent. Donc, au niveau de la Fédération française de natation, il y a 16 561 licenciés à FFN qui participent à des activités d'eau libre.
tous les ans. On a à peu près aussi 96 événements, donc une centaine d'événements par an qui sont inscrits sur notre calendrier fédéral, sur un site spécifique FFN Natation au libre. Et donc ces événements sont de différentes tailles, évidemment. On peut retrouver des événements qui réunissent, comme on le voit là, sur la Monte Cristo, 6000 nageurs, comme des événements qui en réunissent peut-être 50 ou une centaine. Voilà, donc il y a une grosse variété en termes d'événements liés vraiment à la pratique de la nage en eau libre, et cela sur différents formats, avec des formats plutôt sportifs, mais aussi des manifestations plutôt à vocation d'animation ou familiales, ou des défis, des descentes de rivières aussi qui peuvent exister. Donc il y a vraiment une multitude de formats. Au niveau de la fédération, on a aussi un circuit spécifique pour nos nageurs les plus assidus qui cherchent un côté compétitif. Et donc, on leur propose à travers le circuit Coupe de France différentes étapes, donc différentes épreuves partout en France pour pouvoir se mesurer les uns aux autres et à la fin du circuit avoir un classement de nos meilleurs nageurs sur cette pratique compétitive. Depuis maintenant quelques années, depuis, je pense, 2018, on a aussi une tournée sponsorisée par EDF qui s'appelle une tournée EDF Aqua Challenge. Et cette tournée-là, contrairement au circuit Coupe de France, a la vocation à proposer des événements pour attirer le plus grand nombre de publics sur les événements, donc de public surtout familial, de découverte en tout cas de l'activité. Et dans le cadre de l'EDF Aqua Challenge, on a 13 étapes qui sont identifiées, donc 13 collectivités qui se positionnent avec la Fédération française de natation pour organiser un événement grand public, puisque la vocation est vraiment de faire découvrir l'activité au plus grand nombre. Donc, dans le cadre de ces EDF Aqua Challenge, le minimum, en gros, de ces événements rassemble entre 300 et 500 pratiquants, sachant que voilà, le plus grand est le Monte Cristo qui réunit 6000 nageurs, mais on a aussi le lac d'Annecy, une traversée du lac d'Annecy qui réunit 1500 nageurs environ, et d'autres épreuves où on est environ sur entre 500 et 1000 participants. Donc tout ça pour dire que pour la Fédération française de natation, l'activité au libre est à la fois une activité compétitive en tant que discipline olympique, mais aussi qui souhaite s'appuyer sur l'engouement que les pratiquants d'outdoor trouvent dans la pratique aquatique pour leur proposer dans un cadre fédéral et du coup sécurisé, puisque encadré, une pratique de loisirs à travers cette tournée, notamment de Aqua Challenge et l'ensemble des 100 événements fédéraux que l'on peut retrouver tous les ans. Sur ces événements aussi, on parle là de natation, je parle au nom de la Fédération française de natation, mais il faut savoir qu'il y a aussi beaucoup de triathlètes. Donc, s'il y a des collègues de la Fédération de triathlon qui sont connectés, ils pourront là aussi abonder dans ce sens, mais beaucoup de triathlètes aussi s'inscrivent sur ces différents événements. Donc, il y a vraiment une volonté de travailler en partenariat avec d'autres fédérations qui sont sur la même thématique de la natation pour favoriser, encore une fois, le développement de l'activité. Voilà pour le cadre un peu général de la discipline. Pour revenir sur le quiz, c'est juste un petit aparté. Donc, sur le quiz, je n'ai pas vu la réponse à cette question, mais la pratique de l'eau libre, si on parle de pratique compétitive, il faut savoir que cette pratique se passe à 99% du temps. Un nageur passe 99% de son temps pour pratiquer l'eau libre en piscine. C'est-à-dire qu'il s'entraîne 99% de son temps en piscine avant d'aller expérimenter le milieu naturel. Donc tout ça pour dire qu'encore une fois que l'eau libre en termes de discipline compétitive, c'est beaucoup de travail en piscine avant d'aller vers la découverte du milieu naturel. Aujourd'hui, là, ce dont on va parler, c'est vraiment les pratiquants, eux, qui sont dans la nage en milieu naturel et qui ont plaisir à nager plutôt en milieu naturel qu'en piscine. J'avais
un point sur la réglementation, mais qui sera abordé par Mathias en suivant. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, puisque juste avant le Covid, on avait réalisé avec le ministère chargé des sports cette fiche réglementaire pour simplement rappeler aux différents pratiquants les risques encourus s'ils se baignaient en dehors d'une zone, par exemple, surveillée ou aménagée. Et donc, c'est simplement une fiche réglementaire pour aider tous ceux qui souhaitent s'engager dans la discipline afin de le faire en toute sécurité. Donc, je passe rapidement dessus puisque Mathias va peut-être s'appuyer sur cette fiche aussi pour vous la présenter. Au niveau de la fédération, en dehors de cette fiche réglementaire, on a réalisé différents documents à destination à la fois des responsables de l'activité, mais aussi des pratiquants, pour les accompagner dans la découverte de l'activité. Ces différents documents, là, ce que je vous présente, vous sera partagé par la suite et ça vous renvoie vers un lien où vous allez trouver un ensemble de documents, notamment des fiches pour élaborer un genre de poste spécifique à l'activité au libre, mais aussi des fiches d'évaluation d'évaluation et de gestion des risques de l'activité, les recommandations aux pratiquants, mais aussi aux différents organisateurs de l'activité. Ces 4 documents sont en accès libre, évidemment, et sont là pour être partagés, adaptés selon votre besoin aussi. Quand on sollicite la fédération de natation, j'encourage toujours les responsables à pouvoir élaborer un poste pour vraiment sécuriser leur activité. Donc ça aussi, vous pourrez retrouver cette fiche en ligne sans trop de difficulté. Sur la gestion des risques, c'est une question qui revient souvent et c'est important de pouvoir y répondre. On me pose souvent la question de combien de canoës, combien de personnes me faut-il pour accompagner une sortie, par exemple, d'eau libre? Et en fait, la réponse, elle n'est pas toute faite et elle nécessite, là encore, que les personnes responsables de la sortie puissent s'appuyer sur ces différents documents pour mesurer, mettre en place en tout cas un dispositif d'organisation des secours adapté au contexte dans lequel la sortie va se passer. Donc, c'est une chose qu'il faut vraiment avoir en tête. Quoi d'autre sur l'activité? Donc, évidemment, quand on est responsable, la première des choses, ça va être de vérifier toutes les autorisations. Mais là aussi, c'est vraiment sur le côté réglementaire. Et évidemment, vérifier l'assurance de votre club quand ça se passe dans un cadre fédéral. Un point important pour tous ceux qui vont être amenés à aller pratiquer en milieu naturel, c'est de le faire de toute façon en milieu encadré. Et évidemment, quand on se déplace sur un site, de privilégier des sites qui sont eux surveillés. Alors, selon la période de l'année, les sites sont surveillés ou ne le sont pas, mais dans la mesure du possible, c'est vraiment de proposer une sortie encadrée et sur un site surveillé. Comme pour la plongée sous-marine, je recommande, et la fédération en est le porte-voix, de nager en groupe ou à minima, si on ne peut pas nager en groupe, de pouvoir aller nager avec une autre personne. Et si vraiment il n'est pas possible d'aller nager en binôme, d'informer les personnes autour de vous du lieu où vous allez vous rendre pour nager, de l'heure à laquelle vous y allez et de l'heure à laquelle vous pensez en revenir. Voilà des choses simples, mais qui sont importantes à mettre en place quand on se lance dans l'activité. En fonction des conditions de sécurité qui apparaîtraient sur un plan d'eau, si on est responsable d'une sortie, là aussi, il y a des choses à respecter. Et la première des choses, c'est en fonction des risques qui ont été évalués, de pouvoir soit modifier, soit déplacer, soit retarder, voire annuler complètement l'activité. Mais cela ne se fait qu'au regard des conditions que vous retrouverez le jour J par rapport à une sortie éventuellement programmée. Donc voilà, ne pas hésiter en tout cas à modifier ce que vous aviez prévu, voire à l'annuler dans les cas extrêmes,
pour ne pas vous mettre, vous, en danger et mettre surtout l'ensemble des pratiquants dont vous avez la responsabilité dans des situations difficiles. Le rôle de la fédération, en dehors de ce que je viens de vous signaler, pour l'ouverture de tout ce qui est site de nage, ça va être déjà un accompagnement juridique, c'est-à-dire comment rédiger la convention, puisqu'on encourage évidemment, quand on nous sollicite, les acteurs à se rapprocher des différents services de la collectivité pour pouvoir contractualiser un engagement et du coup responsabiliser la collectivité au même titre que le club sur les actions qui vont avoir lieu dans le cadre du site qui aura été identifié. Donc la convention est quelque chose de sécurisant pour tout le monde et on encourage et on accompagne du coup à la rédaction de ce type de convention en s'appuyant évidemment sur le code du sport et des bons conseils du ministère chargé des sports. On a aussi un rôle en termes d'accompagnement technique pour tout ce qui est aménagement du site, puisque les sites peuvent et on encourage à ce qu'ils soient aménagés et aménagés pour la pratique de la discipline, évidemment. Et l'aménagement se fait là aussi en concertation avec les acteurs locaux et les différents utilisateurs du même site, puisque sur un plan d'eau, on peut retrouver des pêcheurs, des canoës-kayaks, de la voile, on peut retrouver différents acteurs en tout cas qui partagent ce site-là. Et il est important pour nous de pouvoir accompagner techniquement donc, cette organisation pour sécuriser là encore la pratique de nos nageurs. Enfin, on peut aussi, au niveau de la fédération, faire de la mise en réseau entre les acteurs locaux, mais aussi par rapport à nos accords avec VNF, Voies navigables de France, de pouvoir valoriser l'ensemble des sites qui auront été identifiés pour la pratique de la nage en eau libre. Donc tous ces aspects-là, tous ces rôles-là de la fédération sont importants pour valoriser la discipline et valoriser l'activité. Quand vous mettez en place un événement, là aussi, la fédération peut vous accompagner avec différents guides qui ont été réalisés. Deux guides me semblent importants à vous partager, qui est celui de guide d'un organisateur d'événements, donc d'événements d'eau libre, qui va rappeler les différents temps et les différentes actions prioritaires à mettre en place pour que votre événement soit sécurisé, réponde aux besoins des publics, mais aussi soit valorisé sur votre territoire. Je pense que la Dordogne présentera tout à l'heure un exemple de tout ce que l'on peut illustrer à travers ces guides, et c'est tant mieux. Un deuxième guide est celui de la pratique de l'organisation d'une animation territoriale. Et là aussi, quand on a un site, c'est comment l'exploiter tout au long de l'année en appui de la nage en eau libre, mais aussi peut-être avec d'autres activités annexes qui viennent renforcer la visibilité de ce site. On a un site, nous, dédié spécialement à l'eau libre, à la Fédération de natation, sur lequel vous allez retrouver tous les bons conseils, mais aussi les différentes compétitions, mais aussi les différents événements dont je vous parlais au tout début, donc la centaine d'événements qui sont référencés et qui vous permettront de voir, en fonction de là où vous habitez, de vos envies, de pouvoir aussi vous y inscrire et de profiter de ces opportunités de pratique. Et enfin, c'est un volet dont Cyril a parlé au tout début, sur tout ce qui est éco-responsabilité. La Fédération française de natation joue un rôle là aussi, et notamment par cette discipline de l'eau libre qui se passe en milieu naturel pour valoriser l'ensemble de nos actions, notamment par rapport à la charte des 15 engagements éco-responsables du ministère, mais aussi à travers l'engagement de nos nageurs, de nos sportifs de haut niveau. Donc voilà, différents documents que je ne peux pas vous présenter là, mais qui seront en accès libre et que vous retrouverez dans la présentation que je viens de faire. Donc je suis passé vite sur l'ensemble des différents points, mais j'espère avoir cadré un peu ce qui m'a été demandé, sachant qu'en fonction de vos questions, je pourrais repréciser certains points si vous le souhaitez. Voilà pour moi, me concernant. Merci beaucoup, Roland.
Je propose qu'on enchaîne avec l'intervention de Mastias. Il y a une question, enfin une question-observation. Je propose qu'on y revienne après. Donc c'est dans l'onglet questions-réponses. On y reviendra après. Mastias, je te propose d'enchaîner Ouais, et puis après on merci reviendra beaucoup. sur les différentes questions ou observations. Merci Donc, beaucoup, Roland. merci Cyril. Donc, bonjour à toutes et tous, hein. Je vais me présenter rapidement, même si ça a déjà été fait en introduction. Donc, Mathias Boisy, je suis juriste au bureau de la protection des publics, donc à la direction des sports. Et je suis en charge de toutes les questions de réglementation des équipes, des éducateurs, des établissements sportifs. Et donc, aujourd'hui, je vais intervenir principalement sur la surveillance des lieux de baignade et notamment comment cela se traduit concernant l'activité de nage en eau libre. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Est-ce qu'on voit bien ma présentation? Est-ce que Ouais. Oui, c'est bon? très Ok, bien. parfait. Donc, comme le disait Roland, hein, il y a une fiche qui a été élaborée concernant la nage en milieu naturel qui est très précise et on vous la partagera pour que vous puissiez en prendre connaissance. Et effectivement, ma présentation va principalement tourner autour de ces questions de réglementation en matière de surveillance des activités aquatiques et notamment du coup de la nage en eau libre. Donc, bien évidemment, hein, la nage en eau libre, elle est soumise à différentes réglementations. On n'a pas que la réglementation du code du sport qui vient s'appliquer. Voilà, on a le code de la santé publique sur tout ce qui concerne l'eau, le code général hein, des collectivités territoriales, les questions de réglementation en matière maritime. Je ne vais pas aborder ces sujets-là, je vais vraiment rester sur les questions de surveillance. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Si je peux y répondre, j'y répondrai avec grand plaisir. Donc, ce- voilà. Donc, pour rappel, hein, la question hein, de la surveillance de la nage en eau libre, hein, elle nécessite de distinguer, en fait, en fonction du lieu de baignade et des conditions d'organisation de la pratique, puisque le principe hein, en matière de domaine maritime et fluvial, c'est que la baignade est libre. Donc, on n'a pas de restriction dans le temps, sauf évidemment hein, si pour des conditions de sécurité et de salubrité publique, pardon, il y a des interdictions de baignade. Et on va voir ici que dans toutes ces questions, il y a un rôle important du maire, de la collectivité, des communes, puisqu'il y a une grande part de réglementation qui est liée à la police spéciale du maire en matière de baignade. Et donc, ça va nous amener à distinguer en fonction de la baignade quelles sont les conditions de surveillance qui vont y être attachées. Donc là, j'ai un peu listé hein, les différentes baignades, hein, c'est des grands thèmes, hein. Donc, on distingue les baignades aménagées, surveillées et autorisées au public, les baignades aménagées, non surveillées et non interdites, les baignades non aménagées, non surveillées et non interdites, et enfin les baignades dites dangereuses et interdites. Et on va voir qu'en fonction de la nature de la baignade et du lieu de pratique, ça ne va pas avoir la même incidence en matière de surveillance de l'activité de nage en eau libre. Et simplement pour repréciser, hein, j'ai fait le lien avec ça, puisque évidemment, nos collègues en service déconcentré, les collègues du ministère chargé des Sports, hein, qui contrôlent les établissements d'APS, vont intervenir principalement, voire quasi exclusivement, sur des baignades dites aménagées. Donc, c'est simplement pour faire un rappel. Et donc, c'est essentiel de bien qualifier et déterminer la réglementation qui est applicable au regard du type de baignade puisqu'effectivement, on ne va pas intervenir sur des activités dites de loisirs et sur les installations de loisirs, mais uniquement sur les établissements d'activités physiques et sportives. Voilà, c'était simplement un petit rappel. Donc, je vais commencer par les lieux de baignade hein, qui sont les plus communs, on va dire. On distingue deux grandes types de baignades et qui sont pour le coup réglementés par le Code du sport. Donc, les baignades dites d'accès gratuit et les baignades dites d'accès payant. La baignade d'accès gratuit, elle va se caractériser par l'absence de droit d'entrée, c'est-à-dire c'est principalement hein, des baignades qui sont ouvertes gratuitement au public. Donc on est principalement hein, sur des zones d'eau douce ou en mer, sur les plages. Et on a également ce qu'on appelle les baignades dites aménagées. C'est pour ça que cette notion d'aménagement de la baignade, elle est très importante. On va le voir par la suite,
puisqu'elle conditionne un certain nombre de choses, notamment en matière de surveillance, puisqu'on a pas mal de jurisprudence sur le sujet qui considère que dès lors qu'une baignade est dite aménagée, eh bien, on va avoir une obligation de surveillance puisque on rentre dans le cadre des baignades d'accès gratuit. Donc ça, c'est très important et effectivement, le Code du sport prévoit notamment que la surveillance de ces baignades dites ouvertes gratuitement au public, aménagées et autorisées, doit être assurée par des personnes titulaires du titre de MNS ou par des surveillants de baignade, donc les BNSSA. Ce qu'il faut ajouter également sur ces baignades d'accès gratuit, hein, et j'en reviens à ce que je disais un peu dans mon introduction, c'est qu'on a un rôle important du maire de la commune, puisque c'est le maire qui va déterminer hein, les zones surveillées et notamment les périodes de surveillance. Et c'est dans ce cadre-là hein, que l'activité de nage en eau libre, dès lors qu'elle va s'effectuer dans le cadre d'une baignade d'accès gratuit, c'est important qu'elle s'effectue dans le cadre de ces périodes de surveillance, notamment pour éviter hein, que l'activité se pratique en dehors d'un cadre sécurisé avec une surveillance qui soit mise en place. Donc, une des obligations du maire, hein, c'est d'informer le public par une publicité appropriée. Voilà, ça c'est très important. Et enfin, effectivement, en dehors des zones aménagées, des périodes définies, hein, les baignades et activités nautiques sont dites pratiquées au risque et péril des intéressés. Donc, effectivement, c'est très important que cette activité de nage en eau libre hein, soit organisée dans un cadre sécurisé, notamment lorsqu'elle se déroule dans une baignade d'accès gratuit, une baignade aménagée durant les périodes de surveillance. Très rapidement, je vais passer sur la baignade d'accès payant. Donc effectivement, je ne vais pas revenir sur la définition qui est donnée dans le Code du sport, mais c'est principalement des baignades qui sont les piscines publiques, les salles de remise en forme, notamment dès lors qu'elles ont un bassin. C'est vraiment des baignades qui sont liées en fait au paiement d'une contrepartie financière. Hein. Vraiment, c'est ce type de baignades qui sont concernées par la réglementation des baignades d'accès payant, mais la réglementation n'est pas liée à la nature du lieu de pratique. Donc, effectivement, ça peut être une baignade qui s'effectue dans un milieu naturel, en dur, en gonflable, un équipement fixe, un équipement mobile. Ce qui va les faire rentrer dans cette catégorie de baignade d'accès payant, c'est vraiment le fait qu'il y ait le paiement d'un droit d'accès pour accéder à la baignade. C'est ce critère-là qui va être retenu pour les faire rentrer dans cette catégorie de baignade d'accès payant. Donc, on pourrait très bien imaginer que la pratique de la nage en libre s'effectue dans le cadre d'une baignade d'accès payant. Et donc, ce que ça entraîne en matière de surveillance, c'est que dès lors que la baignade, c'est pendant les horaires d'ouverture au public, la baignade doit être surveillée par du personnel qualifié. Et donc, on est sur les mêmes diplômes, donc MNS, BNSSA. Voilà. Ça, c'est vraiment les baignades, on va dire, les plus, je vais pas dire courantes, mais c'est celles qu'on connaît le plus et sur lesquelles on va avoir vraiment une forte visibilité en tout cas. Et on peut que recommander que la pratique de la nage en eau libre se fasse dans des conditions où la baignade est surveillée. Mais on a d'autres baignades qui vont pouvoir être concernées hein, par la pratique de la nage en eau libre. Je pense notamment aux baignades qui sont aménagées, qui sont dites non surveillées et non interdites. Donc là, on est vraiment encore une fois sur le pouvoir de police du maire. Je vais passer rapidement puisque ça reprend en fait un peu ce qui est concerné par les baignades d'accès gratuit. À la différence qu'en fait, c'est des baignades qui sont donc aménagées, mais on est en dehors des périodes de surveillance. Et donc, à partir de ce moment-là, la baignade n'est plus surveillée. Elle n'est pas interdite, mais elle n'est plus surveillée. Et donc, elle se fait au risque et péril des pratiquants. Et évidemment, toutes ces questions-là sont prévues, entre guillemets, par, comme je l'ai précisé avant, hein, par de la signalisation. Hein, les périodes de surveillance sont prévues et doivent être affichées, notamment par la collectivité, dans un lieu visible de tous, pour que les pratiquants aient bien connaissance qu'en dehors de ces périodes, la baignade se fait à leur risque et péril.
une autre forme de baignade, hein, c'est les baignades qui sont là non aménagées, non surveillées et non interdites. Et donc là, c'est vraiment, on va dire, euh, des baignades où rien n'a été prévu pour permettre la pratique d'une activité aquatique ou nautique. Donc il n'y a aucun aménagement qui a été réalisé pour permettre la baignade. Donc évidemment, dans ces contextes-là, on n'a pas d'obligation de surveillance. Donc elle se fait encore une fois au risque au péril des pratiquants. Et donc j'ai mis rapidement des conditions d'accès. Ça encore une fois, vous pourrez le retrouver dans la fiche que citait Roland. C'est simplement des petits rappels, hein, dans le cas où cette pratique de nage en libre, elle se fait dans le cadre d'une pratique organisée dans un club, hein, il ne faut pas oublier que le club qui propose une activité et qui va emmener son groupe dans une baignade qui est non aménagée, non surveillée et non interdite, elle est quand même tout de même soumise à une obligation générale de sécurité. Et donc, c'est important, hein, que dans ces contextes-là, il y ait la mise en place d'un minimum de règles de sécurité pour permettre la sécurisation de la pratique, que ce soit en termes d'encadrement, en termes de matériel utilisé. Enfin, voilà, ça ne décharge pas l'organisateur, hein, de mettre en place les conditions nécessaires pour assurer la sécurité des pratiquants. Et enfin, pour une activité autonome, hein, il y a, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, hein, il n'y a aucune réglementation, il n'y a rien il y a rien qui contraint en fait la pratique libre et autonome, et donc la personne le fait à ses risques et périls. Et rapidement, je vais passer sur la baignade dite dangereuse et interdite. Et ce type de baignade vont être, ça concerne en fait des baignades qui vont être dangereuses, que ce soit en raison de la qualité de l'eau ou d'autres raisons qui sont liées à la pratique de l'activité nautique et aquatique. Et donc là, elles vont faire l'objet d'un arrêté municipal ou un arrêté préfectoral, et ces baignades vont être interdites. Et donc, en principe, hein, l'arrêté doit être affiché en un lieu visible de tous pour bien signaler au public que la baignade est dangereuse et donc interdite. Et donc là, encore une fois, c'est le pouvoir de police du maire qui s'applique, et on ne devrait avoir aucune activité qui soit pratiquée dans ce type de baignade. Donc, pas d'activité de nage en libre sur ces baignades qui sont interdites. Voilà. Et si je devais conclure, hein, sur la réglementation qui entoure la nage en eau libre, et notamment en matière de surveillance, on voit bien que la réglementation va dépendre du lieu de pratique. Donc, moi, j'ai fait exprès de me concentrer sur le lieu de baignade, puisqu'en matière de réglementation, c'est ce qui va conditionner la mise en place d'une surveillance. On ne parle pas en termes de lieu de pratique en tant que tel, on ne parle pas de la mer, des lacs, des rivières, mais vraiment de la nature de la baignade, qu'elle soit aménagée, non aménagée, ouverte au public, d'accès payant. C'est ce qui va conditionner la réglementation, mais pour autant, ce qui est essentiel, c'est que dès lors que on est dans des lieux qui sont aménagés, et ça me permet de répondre notamment à cette question-là, est-ce que lorsqu'on met en place un couloir de nage, la baignade devient... est-ce qu'il y a une obligation de surveillance dès lors qu'on met en place un couloir de nage? Oui. En fait, c'est là encore une fois, je reviens à la jurisprudence, hein, qui précise que dès lors qu'on est dans un lieu qui est aménagé, donc un couloir de nage, on a un aménagement pour permettre la pratique de la baignade, ça devient encadré, et donc on a une obligation de surveillance et donc une obligation de mettre en place des moyens de secours. Donc ça, c'est très important. Et à l'inverse, hein, dans des lieux qui sont non aménagés, non encadrés, on dit que la nage, elle est autorisée, tolérée, mais elle se fait au risque et péril du pratiquant. Et comme vous le savez, le ministère des Sports est partie prenante, hein, voire même à l'initiative de plans de prévention, de lutte contre les noyades. Et donc, on peut que rappeler la nécessité, quand bien même la pratique de la nage en libre se ferait dans des lieux qui ne sont pas aménagés, avec aucune surveillance, d'avoir vraiment renforcé la prévention sur ces activités-là en utilisant des bouées de sécurité, comme le disait Roland tout à l'heure, ne jamais nager seul, et toujours avoir informé des proches de son parcours. Enfin voilà, c'est pour nous quelque chose d'essentiel, c'est d'avoir vraiment
un volet prévention important sur ces activités-là qui sont dites libres, hein, puisque c'est tout le propre de la nage en eau libre. Et donc, dans tous les cas, cette sécurité, ça doit être quelque chose qui est partagé, hein, entre, comme je vous l'ai dit, hein, le rôle important du maire et des collectivités, des organisateurs, dès lors que cette activité est encadrée dans le cadre d'une activité dans un club ou autre, et des pratiquants. Donc voilà, c'est un peu le cadre général que je vous ai dressé sur la surveillance des lieux de baignade et donc comment cela se traduit et s'applique sur la nage en eau libre. Et si vous avez des questions, il n'y a pas de problème, je pourrai y répondre. Voilà. Merci beaucoup, Mathias. Et effectivement, il y a pas mal de questions, mais qui portent sur les deux interventions. Je vais essayer d'en relayer quelques-unes. Pour les autres, on essaiera de faire une foire aux questions. Comme ça, vous aurez effectivement dans le lien du webinaire des réponses un peu plus circonstanciées et précises. Concernant, il y a eu 2 messages là, du Nord concernant tous les sites, comme quoi la nage en eau libre serait interdite dans le Nord. Effectivement, alors sûrement pour différentes raisons, que ce soit les règlements de police, que ce soit le contrôle de l'eau, etc. La question s'adresse peut-être plutôt à Roland. C'est effectivement, est-ce que la fédération là-dessus peut avoir un rôle pour essayer de réouvrir ou d'ouvrir plutôt même tout simplement des sites dans des canaux qui aujourd'hui seraient interdits, quoi. Et quel pourrait être justement le rôle de la fédération vis-à-vis des différents pouvoirs publics, je pense notamment au DDT et peut-être l'ARS, pour justement peut-être les rassurer et organiser l'usage de ces canaux entre les nageurs et peut-être la navigation fluviale et autres, et autres engins nautiques. Oui, sur le rôle de la fédération est effectivement d'accompagner, hein, de pouvoir accompagner les différents acteurs d'ailleurs, qu'ils soient fédérés, qu'ils soient constitués en club FFN ou non, puisqu'il y a aussi des groupes de personnes qui sont non fédérées et qui nous sollicitent aussi, puisqu'on est la fédération délégataire de l'organisation de cette activité de nage en eau libre. Donc, on entend tout le monde, on accompagne les uns les autres. Ce qui est difficile là dans ce type de questions et d'interventions, c'est qu'on ne connaît pas les raisons de l'interdiction. C'est-à-dire que Massia, je pense, l'a dit, ou Sidap a dit, il me rejoindra là-dessus, c'est que l'accès à l'eau est de fait autorisé. En fait, il n'est interdit que si on peut le motiver par un risque lié à la sécurité des personnes qui seraient amenées à le côtoyer. Donc, par défaut, tout est autorisé. Maintenant, la police du maire va faire qu'on interdit, mais si on l'interdit, c'est qu'il y a une raison derrière, c'est qu'il y a une raison liée à la sécurité. Et donc, quand on dit dans le Nord, tout est interdit, je ne maîtrise pas assez, je ne connais pas le dossier de chaque intervenant pour dire, ben oui, on va pouvoir lever on va pouvoir lever l'interdiction, parce qu'en fait, l'interdiction, elle ne dépend pas, elle est mesurée, elle est réfléchie, donc elle est justifiée. On ne peut pas dire du jour au lendemain, ben on lève cette interdiction. Il faut comprendre pourquoi il y a une interdiction et voir comment on peut travailler autour de cette interdiction. Est-ce qu'il y a d'autres sites qui pourraient le permettre? Est-ce que c'est un site plus petit ou autre? Voilà, donc le travail en tout cas que l'on a au niveau de la fédération avec VNF, Voies navigables de France, est important. On a une convention nationale qui nous lie et donc on peut travailler ensemble à identifier, selon les territoires, des sites de pratique. Ça a été le cas notamment en Dordogne, comme ils vont pouvoir le présenter plus tard, mais d'identifier des sites qui n'étaient pas prévus ou qui n'étaient pas en tout cas utilisés pour des fins de pratique en eau libre et qui, par mise en réseau, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le rôle aussi de la fédération, une mise en réseau, une explication aussi de la réglementation, comme l'a fait Massias, de bien rassurer aussi les collectivités parce qu'il y a une responsabilité derrière l'aménagement des différents sites. Et quand on parle de surveillance d'un site, on parle des couloirs de nage tout à l'heure, la surveillance, elle n'est pas de fait liée à un maître nageur de la collectivité. Ça peut être délégué au sens, dans le cadre d'une convention, le club est responsable de garantir la sécurité des pratiquants qu'il va amener sur le site. Donc voilà, un club, un président de club a une obligation générale de sécurité. Et donc, dans tous les cas, voilà, la surveillance, quand on parle de lieux aménagés ou de sites aménagés, ne repose pas forcément sur des deniers de la collectivité, mais peut être partagée.
Voilà, je pense que j'ai répondu en gros à la question, mais Mathias pourrait compléter, pourrait compléter évidemment. Non, c'est sûr que rien ne se fait en un jour. Effectivement, je crois que dans le Nord, en ce moment, il y a des travaux justement qui sont menés pour réouvrir ces sites. Effectivement, c'est pas, ça se fait, mais difficilement. Je crois que tout à l'heure, les libres nageurs de Marseille pourront effectivement témoigner de ce long travail d'ouverture de sites, notamment en milieu urbain ou périurbain. Une autre question concernant la surveillance, et notamment, est-ce qu'il est possible de préciser la notion d'aménagement qui implique finalement une surveillance? Qu'est-ce qu'on entend par un aménagement d'une baignade? Oui, effectivement, la notion d'aménagement, elle n'est pas définie réglementairement, hein. Il n'y a rien qui nous permet de définir réglementairement, pardon, ce qu'est un aménagement, mais on va avoir un faisceau d'indices, hein. Donc, comme je disais tout à l'heure, dès lors qu'on met en place un couloir qui est balisé, qu'on place des bouées fixes, une signalisation de nage, ça va pouvoir être interprété juridiquement comme un aménagement et donc une incitation à la baignade. Et je l'ai vu passer tout à l'heure, effectivement, l'aménagement, c'est l'aménagement d'un espace qui va permettre la pratique de la baignade. C'est ça qui est conditionné, le fait de poser un banc, voilà, on n'est pas dans de l'incitation et donc de l'aménagement qui rentre dans ce qui est entendu par aménagement d'un espace de baignade. Mais c'est pas une notion qui est, comment dire, qui est forcément évidente, hein, et c'est vrai que ça peut soulever des questions. Et là, par contre, on a un certain nombre de jurisprudences, je pourrais vous les communiquer, hein, sur l'incitation à la baignade qui est liée au fait de mettre en place l'aménagement d'une baignade et donc euh, le fait d'avoir une obligation de surveillance. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a une question qui a un petit peu anticipé la suite de ton intervention, Mathias. Ce Ouais. serait une séance de nage en eau libre, de triathlon, enfin de triathlon, une natation qui dépasserait la zone aménagée. Est-ce qu'il y a une obligation de surveillance à partir du moment où la séance dépasse la zone aménagée, donc on ne serait plus en zone aménagée? Ouais, c'est une très bonne question. Là-dessus, j'ai pas forcément de réponse. Alors, la seule chose à laquelle je peux répondre, c'est que le maire, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans ses pouvoirs de police, définit les zones de baignade qui sont surveillées. Donc, l'espace qui est concerné par la surveillance. À partir du moment où la nage en eau libre et le tracé qui est prévu par le pratiquant ou le club sort de cette zone qui est dite surveillée, alors on n'a plus d'obligation de surveillance. On reste dans une baignade qui est aménagée, mais qui est non surveillée et qui n'est pas interdite. Mais on n'a plus d'obligation de surveillance par, en tout cas, le, la- le maire, quoi. Voilà, si je peux le dire comme ça. Mais ça ne décharge pas, comme on l'a dit tout à l'heure, un club qui pratiquerait dans ces zones-là de mettre en place sa surveillance. Oui, bah, tu as très bien répondu. Une autre intervention sur les conventions mises en place par la Fédération française de natation. Est-ce qu'il y a une convention type, des modèles de convention, peut-être qui pourraient inspirer justement d'autres territoires et qui pourraient inciter à l'ouverture aujourd'hui de baignades fermées, enfin, ou au moins interdites, quoi. Je repense toujours, c'est une question du Nord encore, c'est effectivement qui travaille beaucoup sur ce sujet. Sur le côté convention, non, il n'y a pas de convention type. Il y a tellement de profils différents aussi. Les conventions peuvent être tripartites, elles peuvent être entre une collectivité et un club, entre une collectivité et un comité départemental. En tout cas, on n'a pas établi une convention type ou un squelette de convention type. Ce que l'on souhaite, en tout cas, c'est que quand il y a une volonté d'aller vers une convention, c'est déjà bien, c'est-à-dire qu'on acte quelque chose entre deux parties à minima. La fédération alors joue un rôle à ce moment-là au regard de ce que je veux dire, d'un aménagement, d'un accompagnement technique et éventuellement juridique, mais c'est vraiment au cas par cas. C'est-à-dire que là encore, l'exemple, les collègues qui vont intervenir plus tard sur ce qui s'est mis en place, en tout cas en Dordogne, la convention, elle est tripartite. Où il y a, et donc cette convention, elle est revue, alors peut-être pas tous les ans, mais elle peut être revue régulièrement au regard d'une première expérience, une première
tentatives de mise en place pour vraiment l'affiner et faire en sorte que chaque acteur y trouve son compte aussi. Donc non, la Fédération française de natation n'a pas une convention type. Par contre, la Fédération de natation accompagne ceux qui souhaitent rentrer en contact, que ce soit la collectivité avec le club ou le club avec une collectivité ou un comité départemental ou une ligue. Dans ce cadre-là, oui, on joue un rôle d'accompagnement pour faire en sorte que différents articles qui nous semblent importants soient précisés et éviter de passer à côté de choses importantes. Mais c'est que dans ce cadre-là où effectivement la Fédération de natation joue son rôle. Voilà. C'est une question qu'on retrouve beaucoup au milieu terrestre, effectivement, la fameuse convention type où il y aurait qu'à remplir les blancs. En fait, effectivement, ça correspond pas à grand-chose. Par contre, aujourd'hui, nous, ce que je prends plutôt, c'est les modèles de convention. Et c'est un peu ce que tu disais, c'est effectivement lister les points qui doivent apparaître dans la convention. Après, effectivement, les précisions, on les laisse par les différents acteurs et c'est le fruit de la négociation. Mais effectivement, dans un modèle de convention, on met les points ou les articles qui doivent apparaître, les questions de responsabilité, de transfert, enfin, je ne sais pas quoi, de surveillance, d'aménagement, etc. Et après, on laisse effectivement, mais ça permet effectivement de serrer un petit peu les questions essentielles qui doivent apparaître dans une telle convention. Ok, pour les autres questions auxquelles on n'aurait pas répondu, je pense qu'on le fera via la foire aux questions. On va continuer notre webinaire avec la parole, on va donner aux pratiquants, aux libres nageurs de Marseille sur un retour de la pratique, sur effectivement l'état des lieux, un peu des difficultés, des leviers qui peuvent être mis en œuvre pour lever ces difficultés. Puis après, on se dirigera vers le grand étang de l'Âge de Maille en Dordogne. Donc, Sylvain Ronca, du Libre Nageur de Marseille. Sinon, on peut s'orienter, en attendant de régler ce petit problème technique, s'orienter directement, c'est un peu la magie du webinaire, on peut directement aller en Dordogne sur le grand étang de la Gemaille. Ouais. Et puis, on reviendra après sur Marseille, sur les Libres Nageurs de Marseille. Donc, Guillaume Perret et Laurent Pasco sur la Dordogne. Je vous laisse vous présenter et les outils de développement et d'aménagement d'un site de nage en eau libre sur un site naturel. Oui, bonjour à tous. Je ne sais pas si Laurent est connecté. Je suis là, bonjour. Oui, bonjour. Guillaume Perret, donc, je suis conseiller en développement sportif au sein de la direction des sports au conseil départemental de la Dordogne. Je ne sais pas comment, Laurent, tu veux qu'on fasse, mais je vais peut-être commencer et après on enchaînera avec l'exemple des boucles de la Gemaille. Oui, tout à fait. Ouais. Je vais partager mon écran. Ok, donc juste vous présenter un petit peu la Dordogne, vous situez un petit peu où est-ce qu'on est. On est un département de la Nouvelle-Aquitaine. La Dordogne, c'est le 3e plus grand département français en termes de superficie. Alors nous, on est plus connus de par notre gastronomie, très souvent, mais aussi par rapport à notre patrimoine historique, puisqu'on est le berceau de l'humanité avec... comme je disais, la Dordogne est plutôt connue pour notre gorge de Lascaux. Cependant, on est un département très rural, couvert à 75% de forêt. C'est aussi un département riche avec un atlas paysager très varié et des rivières, 5 rivières majeures. Donc voilà un petit peu pour le contexte de la Dordogne. C'est pour cela que, vu nos atouts en termes de pleine nature, le département est parti depuis 2004 dans une politique en faveur des sports de nature. Et nous avons institué notre commission départementale des espaces cités itinéraires à cette époque. Et en 2010, nous avons voté et mis en œuvre notre plan départemental des espaces cités itinéraires. Donc, fort de cette politique volontariste, bien sûr, l'eau vive et la nage en eau libre plutôt. La nage en eau libre, c'est quelque chose qui nous a parlé. Voilà, tout simplement parce que nous sommes propriétaires de 4 sites de baignade que vous voyez à l'écran. 4 sites de baignade voués à l'activité de baignade pendant la période estivale, mais aussi les activités nautiques. Ce sont des sites qui sont aménagés à vocation sociale, en premier lieu.
L'objectif était vraiment de pouvoir aménager pour accueillir le public, tout en considérant aussi les enjeux environnementaux, puisque l'ensemble de ces sites sont classés espaces naturels sensibles. Donc pendant la période estivale, les sites de baignade sont surveillés pendant on va dire depuis cette année, du fin juin jusqu'à fin août. Donc on est sur une baignade aménagée. Voilà, si on doit reprendre les termes de Macias précédemment. Si je rentre un petit peu plus dans le détail et sur le grand étang de la Gemaille, le grand étang de la Gemaille, c'est une étendue d'eau de 33 hectares. Vous avez quelques photos qui illustrent un petit peu ce que je viens de dire. On a aussi le label Pavillon Bleu, donc qui est quand même un label d'excellence. Et aussi, on a labellisé Tourisme et Handicap. Et au-delà de la baignade surveillée pendant la période estivale, on a un certain nombre aussi d'activités qui sont mises en place, comme la randonnée pédestre, par exemple. Mais aussi, on a un espace sport d'orientation. Donc, on a vraiment orienté cet espace pour de la pratique sportive de pleine nature. C'est un endroit qui fonctionne toute l'année. Il y a beaucoup de monde. Voilà. Même si on est sur une toute petite commune, c'est un endroit qui est connu et reconnu. Ouais, mais sur le cadenas de ma fiche, non. Il y a rien qui s'affiche. Ah, épinglé pour moi, non. Ah, Et dans le navigateur, j'ai la caméra et le micro. j'ai un retour de voix. Seuls les participants sélectionnés peuvent activer du son. Donc, peut-être que c'est à vous de me sélectionner et ensuite je pourrai, je ne sais pas. Ah, ça y est. Normalement, ça y est. Là, On a retrouvé au moins le micro. Ouais. Ok, ça va. C'est bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on a Sylvain avec nous. Bon, très bien. Je peux parler ou intervenir? Non, alors tout à l'heure, c'est Guillaume qui intervient sur la Dordogne et vous interviendrez après. D'accord, très bien. Ça vous va? Super. Oui, merci. Parfait. Donc, pour le grand étang de la Gemaille, pourquoi on est parti sur l'aménagement d'un site de nage en eau libre? En fait, on est parti juste avant le Covid et même pendant le Covid sur un constat, c'est qu'on avait de la nage en eau libre de façon auto-organisée. Nous avions des nageurs qui venaient nager de façon récurrente en sachant qu'on a sur place 2 gardes. Donc, eux avaient cette expérience et ce retour-là. Et on avait aussi un besoin qui était formulé par à la fois les triathlètes, parce que là, on a des représentants de la Fédération française de natation, mais on avait aussi des triathlètes qui nous faisaient des demandes récurrentes pour venir nager et aussi les clubs de natation. Donc, on s'est dit, bon, on a réfléchi en 2019-2020 comment on pourrait en fait satisfaire à la fois les besoins, mais aussi éviter d'avoir de la nage en eau libre de façon auto-organisée, toujours dans un souci un petit peu frileux, c'est-à-dire qu'on s'est dit, il y a la responsabilité du président du département qui est engagée, mais aussi celle du maire dans le cadre de son pouvoir de police en matière de baignade. Donc, on s'est dit comment on allait mettre en place les choses correctement pour répondre à l'ensemble de ces questions. Comme on avait un besoin avec les triathlètes et les nageurs fédérés, je parle, on a dit, bon, on part du postulat qu'on va répondre aux besoins des 2 fédérations de triathlon et de natation. Comment on voulait le mettre en place? On a dit, c'est très simple, vu qu'on a une obligation de surveillance, puisqu'on va aménager un site, on va le faire que dans un cadre d'entraînement club. Donc, avec un personnel qualifié. Alors, quand je parle personnel qualifié, quelqu'un qui peut assurer la surveillance, mais aussi à la fois la séance pédagogique qui sera proposée par le club. Donc du coup, comme on était dans un lieu aménagé, voilà ce que cela donne. En termes d'aménagement, en fait, c'est pas grand-chose. Vous voyez, le site de nage en eau libre, c'est 4 bouées. 4 bouées, on est sur un rectangle d'un périmètre de 400 mètres. Vous avez quelques bouées intermédiaires qui indiquent les 50 mètres sur la longueur. On a une petite cabane, alors c'est une cabane en dur, hein, où dedans on a du matériel qui va assurer la sécurisation de la pratique. On a mis un petit ponton aussi pour pouvoir mettre des embarcations non motorisées, je le précise, pour assurer la surveillance de la séance. Et vous voyez, il y a quelques photos qui illustrent un petit peu d'une séance pédagogique qui s'est faite avec une championne olympique il y a 2 ans, je crois maintenant.
Et on a mis en place 2 panneaux d'information, un au niveau de la cabane prévue pour la sécurisation des pratiquants, mais aussi au niveau de la mise à l'eau des pêcheurs. On parlait de conciliation des usages. Là, on est sur un site de baignade, mais aussi avec une forte concentration de pêcheurs. À partir du 1er septembre, et en dehors de la période estivale, les pêcheurs ont le droit de prendre leur bateau électrique et d'aller pêcher. Donc le panneau reprend un petit peu les règles d'usage, dans quelles conditions on peut pratiquer sur le site de nage en libre, mais on donne aussi des préconisations aux pêcheurs. Donc jusqu'à présent, on n'a jamais eu de problème de conciliation, jamais eu de problème. Mais pour mettre un aménagement comme ça et pour sécuriser en fait tous les parties, que ce soit à la fois les 2 fédérations, les 2 comités, mais aussi le maire et le département, on a voulu sécuriser de façon administrative et juridique. On a parlé de la convention. La convention dont a parlé Roland, c'est celle qu'on a mis en place. Elle a été révisée cette année et elle va courir jusqu'en 2028, jusqu'à la fin de la mandature départementale. C'est une convention d'utilisation du site de nage. Donc, elle est tripartite avec le comité départemental de natation et le comité départemental de triathlon. Les termes de la convention, c'est une convention qui est assez précise. Donc ça, c'est quelque chose à la demande que je peux partager, bien sûr, et qui va venir préciser un certain nombre de choses pour les conditions d'accès, mais aussi toutes les règles qui sont édictées pour la nage en libre par les différentes fédérations. Parce que des fois, il y a une petite différence entre la fédé de natation et la fédé de triathlon. Je vais en citer une, par exemple, l'accès à l'eau. Je crois que pour la fédération de triathlon, en dessous de 16 degrés, on n'a pas le droit d'aller nager avec une néoprène. Et je crois que pour la fédération de natation, c'est en dessous de 12 degrés. Donc du coup, on a essayé de trancher un petit peu, on a mis à 14 degrés. Donc voilà, ça c'est juste un petit parallèle. Annexé à cette convention, il y a un petit règlement intérieur qui a été voté, nous, par nos élus. Alors, ça reprend peu ou prou les termes de la convention. En tant que propriétaire et gestionnaire du site, on met un arrêté départemental autorisant la baignade pour les utilisateurs du site de nage. Et on demande aussi au maire de la Jobaille de prendre un arrêté autorisant la pratique de la baignade pour le site de nage en eau libre. Voilà. Pour rentrer un peu plus dans le détail, pour la sécurisation des pratiquants, les conditions d'accès, on est ouvert du 1er janvier de l'année civile au 31 décembre. La pratique ne peut se faire uniquement pendant le jour. C'est-à-dire que c'est 1 heure après lever le jour et 1 heure avant, on arrête. Toute pratique nocturne est interdite. Pour les clubs qui souhaitent participer et mettre en place une séance d'entraînement, on a mis en place une application mobile qui permet au club de pouvoir s'inscrire. On l'a appelé Renage, c'est réservation de nage. Là-dedans, le club va venir préciser le nombre de personnes qui seront présentes, qui sera en charge de la surveillance, en sachant que dans la convention, on autorise un cadre pour 8 nageurs. Ça, c'est la première chose. Ensuite, nous, le département, on a mis en place un certain nombre de moyens pour répondre aux nécessités de secours. Donc, on met à disposition des cadres des clubs. Vous voyez à l'image, canoë, gilet et pagaie, pour pouvoir assurer à la fois la surveillance et la séance pédagogique qui sera mise en place. D'autre part, on leur met à disposition aussi un thermomètre qui va venir apprécier si on met la néoprène ou si on ne la met pas, puisque dans la convention, on donne le fait qu'en dessous de 18 degrés, la combinaison de néoprène est obligatoire. Et après, on a tout un système de secours avec mise à disposition de tout un système d'oxygénothérapie, défibrillateur. Et on parlait tout à l'heure aussi des préconisations qui sont données aussi pour la nage en eau libre. On a parlé du bonnet de bain de couleur vive. Voilà, c'est quelque chose qu'on demande obligatoirement. La néoprène, bien sûr, j'ai parlé de tout ce qui est température, mais aussi la bouée tractée, même pour un entraînement individuel avec un grade. Chaque nageur doit avoir cette bouée avec lui.
Au niveau de la sécurisation, nous, le département, on va vérifier aussi la qualité de l'eau. Donc, on commande auprès de l'ARS un certain nombre de prélèvements qui vont commencer pour la Gemaille, même si la Gemaille est un étang qui est très sain, très propre, comparativement à d'autres étangs départementaux où on a des problèmes de cyanobactéries. Là, ici, on commande, nous, auprès de l'ARS, un certain nombre de prélèvements. Ça commence au mois de mars pour le site de nage. De mars à juin, on fait un prélèvement mensuel. Et pendant la période estivale, on passe à un prélèvement tous les 15 jours. Mais aussi, on vient le coupler parce que nous, on est un laboratoire départemental d'analyse et de recherche. On fait un prélèvement complémentaire. Donc, ce qu'on va rechercher, on va rechercher tout ce qui est bactériaux, cyanobactéries et tout ce qui est toxines, en fait, dans l'eau. Donc voilà ce qu'il en est de tout ce qui est pratique et sécurisation des pratiquants. Je ne vais pas vous dire un petit peu tous les termes de la convention, mais on a essayé d'être le plus exhaustif possible pour répondre à la fois à nos interrogations, mais aussi aux préconisations qui sont données par les différentes fédérations. Et donc, pour l'instant, voilà, ça se passe très très bien. Si je dois faire un bilan et perspective, c'est que depuis 2020, on a quand même une fréquentation qui est, on n'est pas sur une surfréquentation, mais une fréquentation qui est assez régulière. On va dire que le gros commence au mois de mars-avril jusqu'au mois d'octobre. Il y a quelques irréductibles et quelques clubs qui viennent aussi pendant la période hivernale. La Ligue, par exemple, de triathlon organise très régulièrement des entraînements pour les jeunes. Dernièrement, par exemple, pendant les dernières vacances, ils ont fait un stage de 3 jours entre le comité de Gironde et le comité de Dordogne pour l'entraînement de nage en eau libre dans le cadre du triathlon. Donc nous, fort de ce succès, on s'est dit, voilà, quelques perspectives, c'est qu'on a voulu mettre en place un site d'entraînement départemental de triathlon qui vient rajouter une plus-value à ce site avec des parcours balisés de vélo de route mais aussi de course à pied. Donc ça, ce sera effectif à partir du mois de septembre. Et dans les perspectives aussi, Roland en a parlé tout à l'heure, on a la chance à Dordogne d'avoir 2 présidents de comité de triathlon et de natation qui sont très dynamiques, très demandeurs. On parlait du réseau, Roland parlait du réseau. Roland est aussi en Dordogne, il réside en Dordogne, donc c'est quand même non négligeable pour nous. C'est un appui assez fort. Donc, fort de ce résultat et du réseau, il y a 3 projets, alors 2 projets qui sont beaucoup plus avancés. Du côté de Bergerac, au lac de Pombonne, qui est une étendue d'eau communale appartenant à la ville de Bergerac, et à Tagnès aussi, où là, il y a 2 projets de mise en place de 2 sites de nage en eau libre. Donc là, Roland a été quand même d'un appui assez important. Et c'est toujours une opportunité puisque Sarlat, qui est proche de Tagnès, à peu près une vingtaine de kilomètres, va avoir un club de triathlon qui va se créer à partir de septembre. Donc, ce site de nage permet aussi un développement de la pratique fédérale. C'est ce qui est très, très intéressant pour nous en tant que département rural. Et après, on a une demande aussi d'un club de triathlon parce qu'on est propriétaire d'un autre site qui s'appelle le Grand Étang de Saint-Estèphe, qui est au nord du département, là pour mettre en place un site de nage en eau libre. Alors là, on est face à des difficultés autres, c'est qu'on est en période estivale sur des problèmes de cyanobactéries. Donc là, on est des fois, pendant la période estivale, sur des fermetures de baignades. Donc voilà. Après, voilà où est-ce qu'on en est au niveau des perspectives. Donc, et je voulais juste préciser que quand on a mis en place ce site de nage libre à la Gemaille, on a fait quelques frustrés puisque on était sur un aménagement, donc on y autorise uniquement que les clubs de natation et de triathlon. Et donc les personnes qui étaient auto-organisées étaient un petit peu frustrées. Donc pendant la baignade surveillée, c'est-à-dire de 11h à 19h pendant la période estivale, on a créé un couloir de nage en fond de zone de baignade de 100 mètres de long sur 3 mètres de large,
qui permet aux nageurs de pouvoir nager un petit peu tranquille, pas au milieu de la foule et des ballons et des bouées. Donc voilà, qui est venu un petit peu atténuer la rage de certains. Mais voilà un petit peu où est-ce qu'on en est en Dordogne, et ça marche pas trop mal. Donc là, je vous laisse, si vous avez besoin, mes coordonnées, si vous avez besoin que je vous fasse passer un peu, ou avoir un peu plus de détails sur cet aménagement. Merci. Merci beaucoup, Guillaume. Alors, il y a quelques questions qui sont directement liées à ton intervention. Je me propose de te les poser tout de suite. Est-ce que tu sais pourquoi les eaux de l'étang La Jemaille sont si propres? Parce qu'en fait, il y a très peu de culture autour de la Jemaille. On est sur une forêt, c'est la forêt de la Double. On est un petit peu comme sur une forêt des Landes avec du pin. Il y a très peu de culture. Et en plus, on est sur comment dire, une eau qui circule pas mal. On est aussi sur des vidanges d'étangs à peu près tous les 3 ans, 3-4 ans. Tous nos étangs ont les vidanges alors je ne suis pas un spécialiste, mais pour essayer de régénérer un petit peu le milieu. Quand on a des problèmes de cyanobactéries, par exemple sur Saint-Estèphe, comme je disais, ou un autre lac, le lac de Roufiac, c'est qu'on a de la culture intensive et on a aussi un phénomène avec des étangs qui sont en amont et qui sont très souvent pas du tout entretenus et créent ce problème de cyanobactéries. Voilà. Est-ce que tu as une idée de la fréquentation du lac? Alors, j'ai pas les chiffres, Ok, mais tant pis. sur la période estivale, on a beaucoup de monde, énormément de monde, ça se compte en milliers, en une dizaine de milliers même. D'accord. Et est-ce qu'il y a des questions environnementales justement liées à la fréquentation, enfin à la pureté de l'eau et à la fréquentation estivale? Est-ce que vous avez des questions de... Non, en fait, là-dessus, comme je disais, l'eau reste propre à la Jemaille. On n'a jamais eu vraiment d'épisode lié à des problèmes de bactériaux, de cyano, même si on a une fréquentation assez marquée. On est pavillon bleu, donc on répond à un cahier des charges qui est assez draconien quand même. Et donc après, tout ce qui est assainissement, tout est OK. Tout était remis à plat il y a quelques années. Il y a eu quand même, en termes d'investissement, beaucoup de travaux qui ont été faits pour justement éviter tout problème de pollution. Et vu qu'on est sur un espace naturel sensible, avec une gestion aussi de notre forêt ONF, ouais, j'ai mes collègues, en fait, on a un comité de pilotage avec le gestionnaire du site, l'environnement et nous, voilà, qui permet de concilier en fait tous les usages et de faire de cet endroit quand même, je ne dis pas quelque chose d'aseptisé, mais quelque chose qui est propre pour tout le monde, même en termes de gestion des déchets. Oui. Est-ce que tu peux nous préciser est-ce qu'il y a des mesures spécifiques d'accompagnement des communes sur les nouveaux projets d'aménagement? Oui, bah alors en fait, là, on travaille de concert, le réseau, la commission départementale des espaces itinéraires sert à ça aussi, hein, c'est vraiment la création du réseau. Donc ça, c'est mes collègues qui s'en sont occupés. Il y a Renaud d'un côté et Greg de l'autre. Et c'est vrai que la chance d'avoir Roland en Dordogne permet d'aller des fois un petit peu plus vite, hein, et donc l'accompagnement, il est fait, eh ben, c'est très simple, hein, commune, département, comité, et comité et fédération. Voilà, c'est assez simple, c'est assez fluide, ça marche bien. Voilà, c'est une force. Franchement, c'est une force. Ce réseau marche très bien en Dordogne. Super, merci beaucoup. Eh ben, on va rester en Dordogne, au lac de la Gémaille, avec Laurent Pasco, organisateur d'une manifestation qui permet de développer l'activité, de développer le site. Effectivement, ça s'entretient. Oui, bonjour. Donc oui, Laurent Pasco, président du comité départemental de natation. Donc, alors moi, je n'organise pas, c'est le comité qui organise, hein, c'est pas moi tout seul, hein, il y a toute une équipe. Donc j'ai fait une petite présentation, donc je vais la parcourir, après elle sera disponible, donc vous pourrez la regarder. Mais en fait, bon, tout ce qu'a dit Guillaume, en fait, il y a un chiffre qui est très parlant en Dordogne, c'est qu'on a 40 mètres carrés de piscine pour 10 000 habitants, alors que la norme, on va dire nationale, la recommandation, elle est autour de 150 à 170. Donc, on est dépourvu de bassins, et donc aujourd'hui, on a des territoires, notamment le nord, l'est, qui n'ont pas de piscine. Alors après, on a des bassins d'été, bien sûr, qui sont ouverts 2 mois, mais on n'a pas
on n'a pas de bassin annuel. D'où l'importance de développer un peu cette eau libre, hein, qui nous est arrivée. Alors, c'était une volonté d'avant Covid. On a été un peu freiné par le Covid. Et en fait, c'est surtout que c'était un défi passionnant, hein, parce que on parle de sport, bien sûr, donc c'était amener nos sportifs aussi vers la nature. Et puis surtout un enjeu aussi sécuritaire, hein, puisque c'est quand même, je dirais que dans l'eau libre, ce qui est quand même le plus important, reste quand même la sécurité. Donc, dans la vie de tous les jours, ça l'est aussi, mais là, on est sur l'eau et donc on ne peut pas. Et puis c'est un projet avec lequel on discutait depuis pas mal de temps avec Xavier Sanchez, donc le directeur du département des sports au département, avec le président du conseil départemental. Et donc, en fait, c'est une volonté commune du comité et du département de promouvoir cette eau libre avec le triathlon, bien sûr, et qui depuis l'origine, a participé, je dirais, à l'élaboration de ce projet. Voilà. Donc, il y a une petite vidéo ici des boucles de la Jemaille que je vous inviterai à télécharger ou à aller voir, hein. Elle est aussi présente sur notre chaîne YouTube. Je ne vais pas la passer maintenant. Alors, pourquoi on a organisé une manifestation à eau libre? Alors, ça a été mûrement réfléchi quand même, hein. On n'y est pas parti comme ça. D'ailleurs, on a même attendu une année de plus parce qu'avec le Covid, on a eu peur de voir une annulation. Donc, on a dit, hop, on freine et on ira l'année d'après. C'était promouvoir donc le sport auprès d'un large public, hein, redécouvrir les bienfaits de la nature et tout ce qui est plaisir de nager, dynamiser le tourisme local, attirant visiteurs et compétiteurs, promouvoir cette nouvelle pratique. Alors là, on va de tous les âges, hein, on démarre à 3 ans à plus de 80 ans. Sensibiliser la nature au respect de l'environnement, donc c'était avoir un civisme vert. Développer le JAN, l'éveil aquatique, et j'espère prochainement la natation scolaire. Alors pourquoi le JAN? Parce que le département a mis aussi en place, comme on n'a pas de piscine, le J'apprends à nager. Donc depuis 2015, le J'apprends à nager se déroule sur les 4 sites pendant 8 semaines, à raison de 2 semaines par site, et on tourne. Et donc ça a toujours été fait par le comité de natation et ses clubs, hein, puisque le comité ne travaille pas tout seul, il travaille avec ses clubs. Et donc cette année, c'est à nouveau la même chose. Et par contre, on a mutualisé, parce qu'on est aussi dans une démarche de mutualisation des emplois, puisque comme tout le monde, la réduction des crédits fait qu'on a un peu plus de mal financièrement. Et donc, nous réalisons ce JAN, donc c'est le comité qui le réalise, mais on est parti chercher un entraîneur au niveau du triathlon, pour pérenniser aussi l'emploi du triathlon, parce qu'un club était demandeur aussi donc on est sur une répartition de 4 semaines pour nous, voire 3, parce que bon, on a aussi des compétitions et d'autres activités en développement. Et le triathlon fera aussi 3-4 semaines sous couvert Fédération française de natation. Voilà. Le sport scolaire, on y réfléchit, parce que toujours les mêmes problématiques, pas de piscine, donc on se dit pourquoi pas. Alors c'est peut-être un peu plus compliqué, mais je dirais, on verra. On ne va pas y arriver peut-être à une année, mais on mettra peut-être 2 ans, on verra. À voir. Et puis après, c'est saisir aussi les opportunités que nous donne la nature pour capter un nouveau public. Donc, les objectifs, hein, c'était mettre en avant la richesse du département, hein, puisqu'on est aussi la devanture du département. Et puis surtout, on favorise les échanges, hein, que ce soit amateur, professionnel, que ce soit dans le milieu sportif ou dans le milieu culturel, ou je dirais tout ça se mélange. Moi, je suis membre de la commission sur les espaces verts et tout ce qui est développement de nature au niveau du département. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de beaux projets, il n'y a pas que la natation. Voilà. Alors, le public cible, c'est bien sûr les nageurs, hein, amateurs, licenciés de nos clubs, premièrement, et puis surtout tout ce qui est athlète, triathlète. Tout le monde est là. Il y a beaucoup de familles qui viennent, passionnés de sport, les curieux aussi. Il faut savoir qu'on organise aussi le Beach Summer Tour de water polo
Donc on fait, alors on le fait un petit peu moins sur la Jemaille, mais on essaye d'aller dans des zones vraiment où il n'y a pas grand-chose qui se passe. Et on voit que ça fédère. Là, on a aujourd'hui des petites communes, ou même en piscine, on le fait, où on voit que les gens viennent et on les revoit après, pas forcément au bord des piscines, mais on les revoit sur nos plans d'eau, sur des manifestations occasionnelles. Et puis après, on les retrouve aussi sur d'autres départements, puisqu'en fait, c'est des touristes, hein, c'est des gens qui viennent en vacances, qui découvrent des nouvelles activités. Et je dirais qu'à partir du moment où ils vont dans un club, quel qu'il soit, triathlon ou natation, c'est toujours important qu'on ait pu leur donner le goût. Voilà, donc on retrouve dessous. Donc alors nous, on a la chance d'avoir, pour ceux qui la connaissent, Sharon Van Roevendel, qui est quand même double championne olympique et qui a terminé deuxième à Londres, non pas à Londres, pardon, au Japon, en eau libre. Donc elle a appris à nager en Dordogne, hein. Elle a fait 7-8 ans au club de Périgueux de la SPTT. Et donc elle est venue, on est toujours en contact. Elle est venue, alors elle n'est pas venue nager à la Jemaille pour des raisons qu'on pourra comprendre à préparer les JO de Paris. Donc c'était pas vraiment dans son programme la Jemaille, mais elle est quand même venue faire un petit stage d'eau libre. Elle nous a permis aussi avec des interviews et les réseaux sociaux à mettre un peu en avant notre manifestation, ce qui nous a permis aussi quand même de la rendre un peu plus connue. Voilà. Et puis on a aussi Louise Guillet, donc, qui est l'ancienne capitaine de l'équipe de France de water-polo, qui œuvre au sein du comité et qui est là. Donc c'est toujours important d'avoir quelques têtes d'affiche qui peuvent, on va dire, mettre en avant nos activités. Alors la législation et réglementation, alors ça c'est très très important. Alors je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit avant, puisque nous on applique bien sûr la réglementation fédérale depuis le début. On n'a jamais fait, nous, on n'était pas étape de Coupe de France, ni au départ EDF Aqua Challenge, mais on a quand même toujours mis en avant la sécurité et la mise en condition pour être une étape dans le futur labellisé. Ça, c'est un accord avec le département. Il faut savoir qu'on a les moyens mis en œuvre par le département. Donc, on a la base de loisirs, on a les bateaux, on a les canoës, on a tout ce qui est gilet de sauvetage, on a des barnums. Alors après, il y a d'autres personnes qui interviennent, mais on a quand même une logistique qui fait que si on ne les avait pas, ça serait beaucoup plus compliqué. Et là-dessus, c'est ce que je dis, c'est un peu du gagnant-gagnant, hein, tout le monde s'y retrouve. Quand eux ont besoin de nous, on va les aider, ou on leur prête du matériel, puisqu'on a des bouées aussi. Et quand nous, on en a besoin, c'est d'ailleurs plus souvent nous qui en avons besoin, on va vers eux. Voilà. Mais Laurent, excusez-moi, pour laisser un peu de temps aux intervenants suivants, si on l'a déjà vu tout à l'heure, on peut peut-être passer un peu vite. Oui. Sur ces sujets de réglementation qu'on a déjà évoqués. Donc voilà, donc là, il y a tout ce qui est préservation de l'environnement. Après, ce qui est important, c'est la sécurisation du parcours, donc mise en place du parcours et de trouver les bonnes, quel est le meilleur parcours. Donc nous, on a un peu tâtonné pendant 2-3 ans et aujourd'hui, on pense qu'on est arrivé on a revu ça l'année dernière avec les conseils de Roland pour rendre l'activité beaucoup plus visible pour le public. Voilà. Après tout ce qui est infrastructure, là on se retrouve sur une base qui existe, donc c'est très facile, hein. On a tout ce qui est à demeure. Après le principal c'est la communication bien sûr, et tout ce qui est communication et création de sites internet. Et il faut savoir, ce qui est important, c'est que nous on est devenu cette année étape eau libre, donc on profite aussi du réseau eau libre fédéral. Mais on l'a fait aussi avec la région, avec la Ligue Nouvelle-Aquitaine. Et donc aujourd'hui, on se retrouve sans compétition en face de nous. C'est-à-dire avant, on en avait une sur Bordeaux, il y en avait une à la Jemaille. Bon, les deux se tiraient un peu la bourre. Aujourd'hui, le calendrier est harmonisé de façon à ce que ça n'existe plus et que tout le monde s'y retrouve.
Là, on a une vue du grand étang avec la plage qui est au fond, mais que Guillaume avait montré. On retrouve ici, là je passe, c'est toute la partie réglementaire qui permet de dire combien il nous faut pour les secours. Donc c'est des calculs qui se font automatiquement à partir du moment où on rentre les bonnes informations, et c'est sur le site de la Fédération française de natation, dans la section au libre. C'est un libre service et c'est très très utile. Et donc après, la partie logistique des boucles, mais nous, on essaye de faire rentrer le programme sur la journée. Donc cette année, on l'a un peu épaissi. On a 6 épreuves, donc on est revenu sur des épreuves vraiment d'eau libre, alors qu'avant, on était peut-être sur des épreuves un peu plus piscine, avec des 400 mètres, des 800 mètres. On a 2 épreuves étapes Coupe de France, qui sont le 1000 et le 5000, et 4 épreuves Coupe régionale Nouvelle-Aquitaine, qui sont le 1000, 1500, 3000 et 5000. Donc là, on couvre quasiment tous les publics. Le but, c'est que les petits puissent nager, les très compétiteurs puissent nager, le grand public puisse nager. Donc on a du 1500, les triathlètes sont là sur entre 1500 et 3000. C'est vraiment ouvert à tout le monde. Voilà. Le moyen humain, alors ça, c'est pas négligeable parce que le nombre de participants, on était sur 170 l'année dernière. Le pourcentage homme-femme est à peu près équilibré, donc on voit que c'est à peu près pareil pour tout le monde. On a fait aussi un village partenaire, puisqu'on est obligé de trouver des partenaires, mais on a quand même 36 bénévoles et 30 encadrants. Alors encadrants, c'est quoi? C'est les BNSSA, la sécurité au niveau à terre. Donc nous là-dessus, on profite donc des bateaux, donc c'est des bateaux électriques que l'on a, donc on a 2 à 3 bateaux électriques. Mais on fait une dérogation aussi, où on a un bateau thermique pour les secours. C'est-à-dire, s'il y a tout ce qui est intervention d'urgence, en fait, on intervient avec une équipe qui est sur un bateau thermique. Voilà, donc 15 canoës, des planches rescue, voilà, je passe tout le... Et donc, on se retrouve avec un calendrier, parce que je dirais qu'une compétition ou une manifestation d'eau libre, ça se prépare un peu en avant. Donc là, je dirais que les 6 mois, c'est le déclic. Là, on peut lancer, mais ça veut dire qu'on a quand même déjà préparé des choses avant. Donc là, on retrouve bien sûr les objectifs, qu'est-ce qu'il faut faire, mais surtout les demandes d'autorisation, où on est sur 4 à 5 mois. Donc moi, j'ai mis 5 mois parce que pour des plans d'eau fermés, c'est 4 mois. Dès qu'on est sur des rivières, par exemple, nous, on fait les boucles de Bergerac aussi. Les boucles de Bergerac, rivière navigable avec des barrages d'EDF dessus, un peu plus compliqué, et donc il faut des autorisations un peu plus longues à avoir. Voilà, 4 mois, c'est en gros les inscriptions. Finalisation du parcours, on est à 3 mois, sachant que d'une année sur l'autre, après, on reste toujours sur le même. Et puis voilà, après, ça s'accélère beaucoup la dernière semaine, bien sûr, avec la préparation. Et puis ce qui est important, c'est surtout de faire un bilan. Parce que tout le monde croit que on a fini, mais non, il faut faire un bilan et surtout grandir avec les erreurs qui ont été commises avant pour ne pas les répéter l'année suivante. Voilà. Donc l'impact, économiquement, c'est intéressant parce que les boutiques et les restaurateurs qui sont sur place, on voit bien que ça fonctionne pour eux. On valorise la Dordogne, et puis on est en partenariat aussi avec la Sémitour, qui est un organisme départemental pour le tourisme. Et donc cette année, on fait la 4e édition, et donc on est passé étape Coupe de France. Et les 2 années précédentes, on était ce qu'on appelle la Pro D2 de l'EDF Aqua Challenge. On était en labellisation, on va dire. On était dans la petite division. On n'était pas EDF Aqua Challenge, on était juste, on essayait de respecter les critères pour y rentrer. Mais ce qui est important, c'est que toute l'eau libre que l'on met en place, la vitrine, c'est la lutte contre les noyades, sur lequel on a créé un guide, en fait, le guide de la baignade en toute sécurité. Donc on porte ça avec l'État, bien sûr, la NS, la SDJES 24 et la préfecture et le département. Et donc là-dessus, on valorise le territoire avec les plans d'eau. Et puis on explique au travers d'une histoire entre un frère et une sœur tous les risques qui sont liés à
à la natation, et notamment que ce soit en piscine, en plan d'eau, au bord de la mer, parce qu'on n'est pas très loin. Et donc, ça, on le développe aussi dans les écoles, puisqu'on est aussi en charge du pilotage de l'aisance aquatique pour la SDJES 24. Et donc, systématiquement, voilà, aujourd'hui, tout tourne autour de la lutte contre les noyades, et toutes les activités qui sont faites, à un moment donné, ramènent vers la lutte contre les noyades. Voilà. Et donc, la conclusion, moi qui aime faire des projets, c'est super, parce que on est vraiment dans la planification minutieuse, hein, réglementaire. Donc c'est vrai que ça peut être compliqué, je dirais, pour certains comités ou clubs de faire des manifestations d'eau libre, parce que ça nécessite quand même de la rigueur. Il faut de la communication. Mais après, voilà, le but, c'est de devenir un rendez-vous incontournable. Et ce qui est le plus fabuleux, c'est que ça génère pas, on fédère pas les mêmes bénévoles que sur les piscines. Donc il y a vraiment je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, mais il y a la natation estivale qui existe au niveau de la fédération, qui fédère beaucoup de bénévoles. Aujourd'hui, on a de plus en plus de mal à les fédérer. Et l'eau libre permet de fédérer autour d'un projet bien précis. Et puis après, voilà, c'est une relation de confiance, je dirais, entre le département, donc le conseil départemental. C'est du gagnant-gagnant, voilà. Donc, comme j'ai mis, c'est un atout pour le sport, mais c'est aussi un moteur pour le territoire. Merci beaucoup. Voilà. J'ai une petite question sur les boucles de la LGMA. Est-ce que vous avez des précisions sur le profil des 5 personnes en situation de handicap? Oui, alors c'est des personnes alors, ça peut être surprenant, parce qu'il y en a même, on s'est posé la question si on pouvait les mettre dans l'eau, parce qu'il a fallu les aider pour la mise en eau. Puis en fait, il y en a une qui est quand même finie seconde. Donc, ouais, c'est plus de l'aide des personnes qui ont du mal, des hanches, des systèmes. On n'a pas eu de personnes en fauteuil. C'est beaucoup de personnes qui arrivaient avec des cannes ou avec des béquilles. On n'a pas eu le cas de handicap très lourd, même si ça reste quand même, parce qu'on a quand même vérifié les certificats médicaux. Parfait. On y reviendra après sur l'accessibilité de ces sites-là aux personnes en situation de handicap. Une autre question, alors peut-être plutôt pour Guillaume, sur est-ce qu'il y a des demandes d'utilisation du site aménagé pour les non-licenciés? Non, on n'a pas, puisqu'on essaie de communiquer un maximum uniquement pour les licenciés. Donc, on n'a pas de demande directe. Ok. En fait, c'est un refus, parce que ça a été discuté. C'est un refus. En fait, il y a un refus du département, ce qui est un peu normal. Il y a trop de risques, je dirais, là-dessus. Donc, c'est obligatoirement encadré. Ok. Ouais, c'est par rapport à l'obligation de surveillance. Oui. Quelqu'un qui arrive, on a mis un site aménagé, hein, c'est Massas qui en a parlé, un site aménagé, surveillance obligatoire. Donc, nous, vu qu'on le laisse à demeure toute l'année, alors que les lignes d'eau, par contre, de la baignade surveillées par une période estivale, à la fin de la période estivale, on l'enlève complètement. Par contre, celle-là, les no-bouées restent à l'année. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on n'autorise pas. Ok, bah super. Eh ben, on va basculer sur Marseille, avec les libres nageurs de Marseille, avec Sylvain Ronca, qui peut nous présenter un peu son association et peut-être pas les combats qu'il mène, mais enfin les enjeux de la nage en eau libre sur Marseille. Ok, donc je suis Sylvain Ronca, je suis membre du conseil d'administration d'une association qui s'appelle les Libres Nageurs, qui existe depuis 4 ans maintenant, qui a une centaine un peu plus de 100 adhérents. Et je suis également président d'une autre association qui est un peu plus spécifique, qui s'appelle les Nageurs du Prado, et où là on est presque 100 adhérents. Alors, on est membre d'autres fédérations ou associations, mais pas de fédération de nage. Et, on est présent on est partie prenante d'une association qui s'appelle FNU 13, la Fédération nationale écologique sur le Bougeronne.
et puis également d'une autre association internationale qui s'appelle Swimmable Cities. C'est, disons, une organisation internationale pour l'ouverture du droit de la nage ou pour des villes baignables. Voilà. Alors, comment est-ce que nous considérons la nage? Déjà, dans la nage à eau libre, il y a le mot libre et donc liberté. Et on tient beaucoup à ça. Et par exemple, lorsqu'on nous propose d'avoir des couloirs de nage ou des choses comme ça, c'est le refus parce qu'on considère que tout un chacun peut aller nager là où ce n'est pas interdit, d'aller nager sans qu'il y ait de réglementation, de surveillance, des choses comme ça. On est un petit peu frileux par rapport à ça. On nage essentiellement en mer. Alors, nous, ce que nous souhaitons, c'est le respect absolu d'une loi qui limite la vitesse maximale de tous les engins navigants à 5 nœuds dans la bande littorale des 300 mètres. Et donc, on a même eu fait avec d'autres associations de nageurs, 2 manifestations pour justement exiger des autorités le respect et l'application de cette loi de la vitesse maximum des 5 nœuds dans les 300 mètres, ce qui nous permet à nous de nager quasiment tous les jours et dans la bande littorale des 300 mètres sans qu'il y ait eu des soucis notables, sauf quelquefois, effectivement, on est gêné par la vitesse de tel ou tel bateau, ou embarcation, ou planche à voile, ou kite, etc. Ça arrive, donc c'est pour ça qu'on milite pour le respect de cette loi. Ensuite, au niveau des pratiques, on a des pratiques qui sont quelquefois sont des groupes WhatsApp où on a 2, 3, 5, 10 personnes qui se donnent des rendez-vous à tel ou tel endroit pour tel ou tel parcours. C'est avec l'association Libre Nageurs, on a mis en place ce qu'on appelle des nages découvertes. Donc, une fois par mois, il y a la proposition d'un parcours. On évite toujours le mot organisation, mais ce n'est pas organisateur, ce sont des nages amicales. Je vais simplement vous lire quelques phrases que l'on met toujours en avance. C'est compte tenu des dangers inhérents à la nage en eau libre, les sorties sont réservées à des nageurs adultes, confirmés, responsables, autonomes et prudents. Les sorties sont amicales, il n'y a sur place ni accompagnant ni organisateur, aucune sécurité par sauveteur, kayak ou paddle n'est assuré. Chaque nageur participe sous sa propre responsabilité. Les conseils ou consignes donnés en cours de nage ne peuvent en aucun cas se substituer à la responsabilité personnelle de chaque nageur. L'association ne pourra être tenue pour responsable en cas d'accident. Voilà. Bon, ça ne nous empêche pas de toujours prendre toutes les mesures de précaution, de sécurité qui soient, c'est-à-dire en conseillant ou en demandant à tout un chacun d'avoir une bouée de signalisation, d'avoir un bonnet voyant, si l'eau est froide, d'avoir une tenue néoprène pour pas être victime du froid, et de rester groupé, de jamais nager seul, toutes les précautions que l'on peut prendre. Et également, il y a quelqu'un qui ferme la nage, il y a quelqu'un qui ouvre la nage. Enfin, il y a énormément de précautions qui sont prises, mais qui sont prises d'une façon informelle et non pas d'une façon conventionnelle. Il n'y a jamais de transactions qui sont faites pour ce rendez-vous de nage. Donc, voilà comment nous pratiquons, comment nous envisageons la nage. Ensuite, concernant la loi par rapport à l'ouverture des points de baignade sur les sites aménagés, on a trouvé de très très longs articles qui sont les réponses d'un haut magistrat sur le droit des baignades, qui s'appelle, alors il est décédé, le pauvre, mais c'est quelqu'un qui s'appelle Christian Belhache, B-E-L-H-A-C-H-E. Bon, nous, on a publié cette interview-là, et lui, sa position, c'est de dire que la législation aujourd'hui autorise ou permet à tous les maires de quasiment partout permettre la baignade, bien entendu au risque et péril de ceux qui la pratiquent, mais
disons que chaque fois qu'il y a interdiction de baignade, c'est souvent par souci de sécurité, mais c'est un petit peu contraire à la loi et à l'esprit de la loi. Donc, normalement, un maire peut autoriser au risque et péril des baigneurs, s'il n'y a pas de danger particulier, d'autoriser la baignade en mettant une signalétique, attention, plage non surveillée, comme ça se fait un petit peu partout. Voilà, après, concernant. Alors, il y a. Oui, Quels sont vos interlocuteurs pour maintenir vos sites de pratique ou pour essayer de les développer sur Marseille? Oui, alors nos interlocuteurs sont. Enfin, il y a plusieurs interlocuteurs puisque la loi maritime est compliquée. Donc, il y a la DDTM, enfin, ce qu'on appelle communément les affaires maritimes. C'est à Marseille la direction de la mer. Et puis, bon, il y a éventuellement c'est l'ARS avec qui nous avons des contacts pour les histoires de pollution des eaux. Et bon, après, ce sont les élus concernés, enfin, l'adjoint à la mer. Ça peut être également éventuellement le parc national des Calanques lorsque nous allons nager par là-bas. Enfin, voilà. Après, si vous voulez, enfin, s'il y a quelques questions auxquelles je peux répondre concernant la nage en eau libre en mer à Marseille, je peux y répondre. Pour information concernant les grosses manifestations de nage telles le défilé Monte Cristo ou d'autres, nos adhérents sont de plus en plus réticents par rapport à ces grosses manifestations où bon, déjà le droit d'entrée est de l'ordre de 50 ou 60 euros pour nager 1 ou 2 ou 3 ou 5 kilomètres et avoir le t-shirt avec marqué j'ai fait le Monte Cristo. On est un petit peu réticents à ça. Ça fait, bon, par exemple, pour nager pour les 5 kilomètres, ils font 2 départs de 700 nageurs. Enfin, bon, ça fait un petit peu boucherie. Nous, on préfère nager à 5, 10, peut-être 20, et puis sur des endroits tranquilles, plutôt que de faire la compétition. Alors, même si on a des tas d'adhérents qui participent, enfin, qui font de la compétition, mais dans un esprit un petit peu particulier, comme par exemple, il y en a qui s'entraînent pour les 10 km ou les 18 km du MC Swim Challenge. Là, l'esprit n'est pas mercantile, c'est plutôt, enfin, ce sont des bonnes heures où c'est quelque chose de, enfin, c'est fait dans un très très bon esprit, plutôt amical et pour des bonnes œuvres, enfin pour les soins des hôpitaux, pour les soins des enfants dans les hôpitaux, ça récolte des fonds. Enfin, voilà comment on considère la nage en eau libre, surtout un espace de liberté. Et est-ce qu'il y a besoin pour votre activité régulière d'autorisation ou de déclaration auprès des autorités? Normalement, on n'en a pas besoin. Enfin, tout le monde a le droit d'aller nager. Et puis, on a le droit d'aller nager avec des copains. Enfin, voilà comment on considère la chose. Même si la nage est effectivement une activité dangereuse, mais enfin, comment dire, des accidents, peut-être les noyades, je n'ai pas les chiffres, il y en a peut-être plus sur les plages surveillées que parmi, enfin, ou même parmi les accidents que l'on connaît, c'est parmi les manifestations, les courses de nage en eau libre. Mais pour ce qui est de la nage en eau libre pratiquée telle qu'on l'a fait, je connais pas d'accident, même si c'est une activité effectivement dangereuse. Ok. Et vous avez une activité annuelle, donc est-ce que l'hiver, vous avez des préconisations particulières, notamment pour la question de nage, enfin d'eau froide, Oui, tout qui à fait. rejoint un peu Alors, une disons qu'on problématique de la fédération, je crois. nous, on nage absolument tous les jours de l'année, par tous les temps, y compris quand l'eau est froide. En Méditerranée, elle peut descendre à 11 degrés ou 12 degrés. On peut nager également enfin, on a la chance d'avoir un spot sur Marseille qui permet d'entrer et sortir sans danger de l'eau avec des vents très très forts, c'est-à-dire que on est quelques-uns à nager avec des vents de 50 nœuds, donc dans la tempête au large, mais bon, à partir du moment où on maîtrise la chose, c'est peut-être jouissif, mais
il n'y a pas de danger particulier à partir du moment où on peut sortir et rentrer dans l'eau. Bon, voilà. Ok, merci beaucoup. Après, Pour finir, Emmanuel Buchou de la Fédération française handisport, sur les problématiques d'accès, justement, l'accès pour tous à la nage en eau libre, avec peut-être quelques exemples de bonnes pratiques pour accéder justement à ces sites. Ouais, merci Manu, je te Cyril. laisse la parole. Ouais, je suis là, un invité de dernière minute. Je m'étais inscrit en tant que spectateur et je me retrouve pas que en tant que spectateur. En exemple, je vais vous montrer juste quelques petits exemples de ce qui se fait avec des clubs handisport et puis aussi vous parler de ce qui a été de finaliste des trophées de la DMA. DMA, c'est Délégation ministérielle à l'accessibilité qui a organisé leur premier trophée. La Fédération handisport était dans les finalistes, on était 3. Il y avait aussi une association dont on parlera tout à l'heure. Et le lauréat, c'est le Parc national de la Vanoise, pour votre culture. Première chose que vous retrouverez sur Facebook, alors comme ça vous voyez la page handisport de nature, vous retrouverez des informations sur les sports nature de la Fédération handisport. Un exemple d'aménagement, là on est vraiment sur de l'eau libre, mais pas que de l'eau libre. En fait, il y a de l'aménagement d'un site avec une piscine extérieure et un accès à l'eau pour la nage en eau libre, vraiment dédié à ça, sur le lac Léman, et en lien avec l'association Handiventure Léman. Donc des choses pour de l'ascenseur classique. Et ce type de potence, on a ça où on a la petite potence qui est au fond sur chaise, qui sont pivotantes, qui permettent d'avoir un accès à l'eau ou à bateau, en fonction des pratiques. Ils font de la voile sur cet endroit-là aussi. Accès à l'eau et sortie de l'eau, parce que c'est bien beau de se jeter dans l'eau, il faut être capable d'en sortir également. Et il y a eu une traversée du Léman qui a été faite l'année dernière par nos sportifs handisport sur le Léman. Si vous recherchez, voilà, vous avez une idée de à quoi ça ressemble, vous pourrez voir. Donc c'est des bonnes pratiques. Je vais appuyer sur quelque chose qui fera peut-être mal, mais normalement, on a la loi 2005-102 qui définit depuis 2005 que quand on a des aménagements d'équipements recevant du public qui sont censés être accessibles. Donc on devrait trouver plus d'aménagements de ce type-là, partout, dès lors qu'on a un aménagement qui est fait. Voilà. La problématique, c'est qu'on a parfois une réglementation qui permet de considérer certains sites de pleine nature comme des IOP, installations ouvertes au public. C'est un peu une dérive pour laisser des possibilités de dérogation sur des sites. La problématique, c'est que ça fait toujours moins de sites rendus accessibles et que la mise en accessibilité est accessoirement aussi finançable par une enveloppe dédiée de l'Agence nationale du sport. L'autre site dont je voulais vous parler, où il y a des bonnes démarches, sur le site Handiplage, donc c'est une démarche au départ de bénévoles et associative, qui recense plein de sites de baignade. Je me suis amusé à regarder la Dordogne comme on y était. On a parlé d'un site, mais il y a aussi le site de Saint-Estèphe, où il y a des labels d'accès à l'eau. Donc l'intérêt, c'est tous ces sites-là, si vous voulez favoriser le développement de la nage en eau libre pour des publics handisport, et pas que, pour du public en situation de handicap, vous pouvez trouver des infos sur le site Handiplage. Et donc là, on a des bouées, c'est de 1 à 4 bouées en fonction du niveau d'accessibilité. Et si je prends Saint-Estèphe, comme on était en Dordogne, je me dis qu'on allait prendre un site en Dordogne, on va retrouver les éléments d'information, on va retrouver les systèmes d'aide à la mise à l'eau. Pardon ? Ok, ça, c'était à côté. Et il y a notamment là des systèmes de tir à l'eau, donc qui ne permettent pas d'être très autonomes dessus. Il existe d'autres matériels de type hippocampe qui peuvent permettre de rendre accessible. Ce qui est assez intéressant, c'est que souvent la logique d'handiplage, c'est une logique d'aménagement qui est réversible avec et du matériel et éventuellement des bandes de roulage. Je suis en train de rechercher dans les partenaires. Je crois que c'est là. Hop. Ça, c'est un tir à l'eau. Donc, on voit bien que si on est tout seul, on ne va pas y aller tout seul. Vous retrouverez sur ce site-là, et donc je l'ai donné à Frédéric, le lien vers les équipements. Vous allez retrouver, je recherche
les informations sur les bandes de roulement. Là, en l'occurrence, on est sur du platelage, mais on a aussi des bandes de roulement type géotextile ou type tapis pour éviter de glisser quand on est au ski, qui sont mis et qui sont enlevés hors saison. Donc la plage n'est plus accessible, mais l'avantage, c'est que on a quelque chose qui est réversible. Donc voilà, très rapidement, sur ces quelques bonnes pratiques qui se font sur la partie nage en eau libre. Sur la fédération d'e-sport, donc on est délégataire de la paranatation. La nage en eau libre est aujourd'hui pas beaucoup développée, hormis dans certains clubs, on n'a pas d'événements dédiés à ça. Par contre, on a effectivement des clubs qui sont des passionnés de l'outdoor et qui sont des pratiquants, que ça soit en mer ou bien que ça soit en plan d'eau intérieur et en rivière calme. Voilà pour les quelques éléments entre ce matin à 11h et maintenant. Merci beaucoup, Manu. On peut faire confiance à ta réactivité et à ton sens de l'opportunité. Merci beaucoup. Avec plaisir. Écoutez, s'il n'y a pas plus de questions, je pense qu'on est pile poil dans l'horaire. Donc, il me reste à vous remercier, remercier tous les participants pour leur travail, pour leur réactivité également. Merci à vous d'avoir participé à ce webinaire. On va compiler un peu les questions et essayer de faire une foire aux questions là, le plus synthétique possible, histoire de pouvoir la mettre en ligne à côté de la vidéo et des différentes interventions. Et je vous donne rendez-vous sur le site du pôle pour avoir plus d'informations, nous suivre sur nos différents webinaires, formations, etc. Et je vous souhaite à tous une excellente fin d'après-midi. Et je vous dis bien entendu à très bientôt. Ouais. Et vous recevrez là un petit questionnaire de satisfaction pour nous encourager à poursuivre sur le sujet.